Vous écoutez l'épisode 99 de Femmes ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les dirigeantes, managers et entrepreneurs à changer le monde et à s'épanouir à le faire. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis master coach certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie aux éditions W-Books. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site jennychamas.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous appréciez ce podcast, partagez-le avec les femmes que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Aujourd'hui, c'est la première partie d'un épisode un peu spécial, puisque pendant les épisodes 99 et 100, je répondrai à toutes vos questions pour célébrer le 100e épisode. Et oui, parce que j'avais l'idée de répondre à vos questions pour l'épisode 100, et j'ai reçu tellement de questions que ça ne rentre pas dans un épisode. Alors pour que ce soit digeste, j'en ai enregistré 2, un qui est dédié à vos questions de coaching et l'autre qui est dédié à vos questions un peu plus personnelles. Avant de commencer, avant de répondre à ces questions, je voudrais vous dire un très très grand merci pour votre écoute, votre soutien, vos partages, vos retours d'expérience, vos remerciements, tous les mails que je reçois, tous les messages sur Instagram. Voilà, sachez que je les lis tous, qu'ils me touchent énormément et que je pense à vous chaque jour, à chaque fois que je crée ces épisodes. C'est pour moi un immense plaisir de vous parler chaque semaine, de partager mes outils, de partager ce que j'apprends en le mettant en pratique et de partager tout ce que je découvre au gré de mes expériences et de mes lectures. Donc pour cet épisode et pour le suivant, j'ai voulu quelque chose de différent, de spécial. Je voulais le faire de façon assez spontanée, c'est-à-dire que j'ai décidé de ne pas écrire de script. Habituellement, quand vous m'écoutez, les podcasts que je donne sont des interprétations audio de scripts que j'écris. D'accord ? Donc en fait, je lis. Alors je joue, on pourrait dire. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas écrire. C'est-à-dire que j'ai pris vos questions, j'ai quelques bullet points devant moi et j'ai décidé de répondre spontanément, comme si vous étiez en face de moi. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, je réponds aux questions qui m'ont été posées et qui sont plutôt des questions de coaching. Des questions pour que je vous apporte un peu plus de clarté sur comment vous pourriez aborder telle ou telle situation. Et donc, je vous propose de commencer. Donc, la première question qui m'a été posée, c'est comment être dirigeante et laisser de la place pour l'amour et la douceur au quotidien. Alors, j'ai envie de répondre à cette question par une question. Pourquoi cela devrait-il être incompatible ? Et quand on pose la question de est-ce qu'on peut être dirigeante et en même temps laisser de la place à l'amour, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous associez au mot dirigeante qui s'opposerait à l'amour et à la douceur ? Est-ce que c'est le fait d'avoir du pouvoir ? Est-ce que c'est le fait d'être décisionnaire qui serait opposé à l'amour ? Alors moi, je vais partager avec vous ma définition du fait d'être dirigeante ou de diriger. Donc, l'idée, quelque part, c'est emmener les gens ensemble vers une vision commune. Et donc, pour moi, il y a l'amour d'une mission. Et pour emmener les gens, il faut nécessairement avoir envie de le faire. Et quelque part, il faut avoir une envie humaine, donc qui est assez indissociable de l'amour de l'humain. Diriger, c'est aussi servir une mission. Et donc, c'est avoir une mission à cœur. Et donc, quelque part, il y a de l'amour là-dedans. On peut être ferme et aimer. On peut trancher et aimer. On peut décider et l'exprimer avec douceur, sans pour autant transiger. On peut donner un feedback avec amour, même quand ce feedback est un feedback constructif. On fait un cadeau à quelqu'un parce qu'on lui donne l'opportunité de se développer.
Et donc la question que je vous propose de vous poser, c'est-à-dire ce sur quoi je vous suggère de vous interroger, c'est: quelle dirigeante voulez-vous être? Quand vous dirigez, quand vous leadez, quelle émotion voulez-vous ressentir au quotidien? Et je pense que ces questions-là, si vous avez envie de laisser de la place à l'amour et à la douceur, eh bien, vont avoir des réponses assez évidentes qui sont probablement d'ordre, je veux diriger, mais avec amour, je veux diriger avec douceur, et ça n'est pas incompatible. Donc toujours avoir à l'esprit, quand vous avez le sentiment que c'est antinomique, c'est peut-être aussi que vous dirigez sans respecter vos valeurs. Et si l'amour et la douceur en font partie, eh bien, je vous suggère de vous interroger: comment pouvez-vous concilier les deux? Puisque spontanément, ce que notre cerveau a tendance à faire, c'est à dissocier les choses. Donc on imagine que diriger, ça veut dire être dur, ça veut dire avoir le pouvoir, ça veut dire avoir la décision, donc ne pas laisser de place aux autres. Et du coup, automatiquement, on imagine que ça se fait sans amour, sans douceur. Mais ça, c'est parce que c'est hérité peut-être de croyances qu'on a acquises au fil du temps. Mais à partir du moment où on challenge notre cerveau et qu'on lui propose d'intégrer les deux, c'est-à-dire comment je peux diriger avec amour et douceur, eh bien là, vous allez voir qu'en vous posant cette question, il va vous trouver des solutions. Deuxième question. Et en fait, cette question, elle regroupe deux questions qui m'ont été posées qui étaient assez similaires et donc que je voudrais traiter ensemble. Comment mieux déchiffrer l'autre, c'est-à-dire l'interlocuteur, la personne qu'on a en face? Surtout quand cet interlocuteur semble plus fort, plus solide, ou quand c'est une personne qui vous court-circuite. Comment affronter ce genre de tempérament? Alors, c'est une question que j'aime beaucoup parce que je le vois dans la réalité du coaching que ça arrive très fréquemment. Quand vous êtes dans une conversation avec une autre personne et que vous avez le sentiment que la personne prend le lead, mais dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire qu'elle parle plus fort, elle vous court-circuite, elle semble imposer ses idées, bref, vous avez l'impression qu'elle a l'ascendant sur vous. Il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là. Il y a la situation. C'est-à-dire, quelles sont les circonstances neutres de la situation? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Qu'est-ce que l'autre personne est en train de dire? Si on devait juste extraire les mots, les phrases de cette conversation, sans toute l'histoire que vous vous racontez derrière, quelles seraient les circonstances neutres? La deuxième couche à ajouter à ça, c'est tout ce qui se passe dans votre esprit au moment où vous êtes dans cette situation et tout ce que vous vous dites. Cette personne est en train de me court-circuiter, elle a un tempérament fort, elle est plus solide. Toute cette conversation intérieure qui va influencer la personne que vous êtes dans cette conversation. Puisque évidemment, quand votre esprit se dit que l'autre personne d'en face a l'ascendant sur vous, vous ressentez probablement des émotions négatives, du doute, de la peur, qui font que vous n'êtes pas au top dans cette conversation. Et enfin, il y a une troisième chose, et cette troisième chose n'est pas négligeable, et malheureusement, on s'y attarde trop peu souvent. C'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'interlocuteur qui fait qu'il agit de telle façon, il dit telle chose avec tel ton. Et donc, la première chose que je vous invite à regarder, c'est l'autre. Essayez de comprendre ce qui se passe chez l'autre. Donc, vous, ce que vous pouvez voir de l'autre, ce sont ses actions. La façon qu'il a de parler, les mots qu'il choisit d'emprunter, le ton de la conversation, comment il s'exprime avec les mains, quelle est sa gestuelle, qu'est-ce qui se passe sur son visage, est-ce qu'il a les sourcils qui se froncent, est-ce qu'il devient rouge, bref. Et vous pouvez vous dire que toute cette ligne d'action, toutes ces actions qu'il prend, sont le résultat de ce qu'il ressent à l'instant où il vous parle. L'émotion qu'il ressent vient de ce que cette personne pense. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête à l'instant où cette personne vous parle? Et donc, si on se met dans une circonstance, par exemple, d'une discussion dans le domaine professionnel, et si vous avez, si les faits sont que cette personne, par exemple, élève la voix, hausse le ton et devient agressive, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Est-ce que c'est la peur qu'un projet ne se termine pas à temps? Est-ce que c'est du doute,
Du doute sur ses compétences à cette personne ou du doute sur vos compétences ou en ce moment les chiffres sont mauvais, donc du coup cette personne pense qu'elle est sur la sellette. Enfin, essayez pendant un instant de vous mettre dans les chaussures de cette personne-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui déclenche ces actions-là. Quelle est l'émotion qui va déclencher ces actions-là? Est-ce que cette personne a peur? Est-ce qu'elle est en colère? Est-ce qu'elle doute? Est-ce qu'elle est dans l'urgence? Est-ce qu'elle est frustrée? Et pourquoi elle ressent ces émotions? Sachant que toutes les émotions qu'un être humain ressent viennent de ce qu'il pense. Donc, qu'est-ce qui fait que cette personne est en colère, frustrée, a peur, doute, etc. Vous ne saurez jamais vraiment, d'accord? Parce que tant que la personne ne vous dit pas concrètement ce qu'il y a dans sa tête, vous ne pouvez pas savoir. Mais vous pouvez imaginer, d'accord? Donc, se mettre dans les chaussures de son interlocuteur permet d'avoir une vision plus claire de ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, vous êtes simplement un élément de sa situation. C'est tout, un élément neutre de sa situation. Si vous vous rappelez le modèle, si vous m'écoutez depuis un moment, et si ce n'est pas le cas, je vous conseille de retourner à l'épisode sur le modèle, mais si vous savez comment fonctionne le modèle, vous êtes dans la ligne de circonstance de cette personne. Et cette personne, elle a une pensée qui génère une émotion qui va générer une ligne d'action. Donc, ça, c'est pour déchiffrer l'autre, pour comprendre là où il en est. Et ce que ça va vous permettre de faire, déjà, c'est de prendre du recul. Parce que vous allez très vite comprendre que vous n'êtes jamais la cause des émotions de quelqu'un. Et donc, vous n'êtes pas non plus la cause de ses actions. Donc, vous êtes en dehors de sa tête, vous n'êtes pas la cause de ce comportement. Alors ensuite, la question, c'est comment réagir? Comment réagir face à ça? Eh bien, la première chose que je vous dirais, c'est il faut réagir avec sang-froid. Le comportement de l'autre ne dit rien de vous, sauf si vous décidez que ça veut dire quelque chose de vous. Et quand vous pensez que l'autre est plus fort, vous perdez vos moyens. Donc pourquoi vous infliger de telles pensées? Dans une conversation difficile, dans laquelle vous vous sentez en déficit, en infériorité, le pire qui puisse se produire dans une conversation comme ça, c'est simplement que vous ressentiez une émotion terriblement inconfortable, comme par exemple de la honte. Bon, c'est très désagréable, je vous l'accorde, mais au pire, vous ressentez de la honte et puis demain ou dans une semaine, ce sera oublié. Donc rappelez-vous qu'ici, il s'agit juste d'une conversation, d'accord? Il n'y a rien de dramatique. La troisième chose que je voudrais vous dire, c'est que si cette conversation dépasse les limites de ce que vous pensez acceptable, c'est-à-dire que vous avez le sentiment que la personne en face de vous, en ayant pesé le pour et le contre, en ayant pris du recul, vous avez le sentiment que cette personne, elle n'est pas respectueuse, elle n'est pas professionnelle vis-à-vis de vous, quel que soit son niveau hiérarchique. D'accord? Même si elle est votre N+1, votre N+2, votre N+5. Il est nécessaire de ne pas vous laisser faire. Vous devez immédiatement donner un feedback. Vous ne devez pas vous laisser faire. Pourquoi? Parce que si la personne pense que c'est normal de vous crier dessus, ou de vous hurler dessus, ou de vous dire des gros mots, ou je n'en sais rien, que sais-je, et que vous ne dites rien, eh bien, cette personne recommencera sans problème. Et évidemment, vous ne pouvez pas laisser faire ça, d'accord? Par respect pour vous-même et parce que vous êtes une leader. Et donc, si vous êtes une leader, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds comme ça. Donc, le but ici, c'est pas de réagir et de s'énerver de plus belle. Le but, c'est juste de mettre un stop. Si vous avez quelqu'un, par exemple, en face de vous qui vous crie dessus, eh bien, vous pouvez lui dire avec sang-froid et de façon très calme et très mesurée, il n'est pas possible, je n'accepte pas que tu me parles sur ce ton, je ne souhaite pas que tu me cries dessus. Donc, soit tu baisses d'un ton et on continue la conversation, ou alors je te propose qu'on arrête là et qu'on en reparle quand tu seras calme. Je sais, comme ça, pour certains d'entre vous, ça peut paraître complètement dingue de dire quelque chose comme ça, vous avez peur, etc. Mais qu'est-ce qui est le pire? D'avoir peur et d'affronter votre peur, mais d'être fier de vous, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, ou alors de ne rien dire, de l'avaler, d'avaler cette couleuvre, et puis de revenir le lendemain et que ça recommence. Demandez-vous dans cette situation de quoi êtes-vous responsable. Et moi, je vais vous le dire, ce dont vous êtes responsable, c'est de préserver vos limites. Ça m'est arrivé plein de fois d'avoir à agir comme ça, et je vous garantis, à chaque fois, ça a été un succès, parce que les gens n'osent
plus avoir ce genre de comportement et vous gagnez le respect de l'autre. Et si ça n'est pas le cas, vous êtes en face de quelqu'un qui a visiblement du mal à gérer ses émotions et ce n'est pas une raison pour le laisser faire. 3 choses à retenir. 1, vous vous mettez 2 minutes à sa place pour comprendre la situation dans laquelle il est et potentiellement ce qui se passe dans sa tête, parce que ce sera beaucoup plus facile du coup de réagir et de prendre du recul. 2, vous gardez votre sang-froid. Et si vous sentez que vous n'arrivez pas à le garder, vous demandez une pause et vous reprenez la conversation plus tard. Et 3, vous donnez un feedback si vous estimez qu'il y a feedback à donner et que la personne a dépassé vos limites. Autre question que j'ai eue. Je viens de changer de poste pour plus de responsabilités. Je ne dors pas bien. Je fais des rêves très actifs avec du stress et le sentiment de ne pas faire les choses bien. Et je constate qu'à chaque changement dans ma carrière, c'est toujours le cas. Il y a toujours une période comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation ? Alors, en tant que anxieuse chronique, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, je pense que je l'ai probablement déjà partagé sur ce podcast. Je suis quelqu'un d'anxieuse, ça ne se voit pas. Je ne suis pas anxieuse la journée, je ne me sens pas anxieuse, mais ça se manifeste la nuit dans mon inconscient. Donc, je connais ce que vous traversez, je le sais, je sais que c'est désagréable. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous affrontez des changements et dans ces moments-là, vous dormez moins bien parce que vous vous réveillez en sursaut la nuit avec tout un tas de trucs qui ont l'air tellement rationnels quand vous vous réveillez en pleine nuit et tellement irrationnels une fois que vous êtes levé et qu'il fait jour. C'est simplement, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de vivre un changement qui vous fait sortir de votre zone de confort et qu'en tant que personne anxieuse, probablement, ça ressurgit dans votre inconscient et ça vous réveille. Et donc la nuit, ce qui semble acceptable et faisable la journée, la nuit, ça semble être une montagne dans laquelle vous vous êtes planté plein de fois, vous avez fait plein de bourdes, et puis c'est le pire truc qui va... Vous imaginez le truc le pire qui puisse se produire, c'est votre baudrier va se décrocher, vous allez tomber dans une crevasse, vous allez mourir écrasé entre 2 murs, enfin bon, bref, voilà, c'est à peu près ce que le cerveau imagine, et du coup qui fait que vous vous réveillez en sursaut, en sueur, que ça tourne à 1000 à l'heure. Alors, plusieurs choses qui me semblent essentielles. 1, d'avoir un état d'esprit bien administré. Et donc, je ne peux que vous recommander de vous faire coacher. C'est pour moi une évidence. Je pense que vous l'avez compris. Je suis une adepte, parce que je suis coach, mais moi aussi, je me fais coacher. Parce qu'un état d'esprit bien administré dans la journée, le fait de prendre de la distance, de prendre du recul, permet quand même de calmer les nuits. Et permet par ailleurs de se mettre en action sur les endroits où on sent qu'on a besoin de changer. Parce que parfois, on se réveille en sursaut pour des trucs complètement irrationnels. Parfois, on se réveille en sursaut parce qu'il y a des trucs qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas et qu'on repousse. D'accord ? Donc, le coaching vous permet, de prendre du recul sur ce qui est complètement irrationnel et de se rendre compte que ce scénario du pire, il peut aussi être contrebalancé par le scénario du meilleur. Mais la deuxième chose, c'est que ça vous permet aussi de vous mettre en action sur tous les changements que vous devriez mettre en place et que vous évitez parce que ça vous demande du boulot ou parce que vous avez l'impression que c'est une montagne. La deuxième chose que je vous conseille, c'est de respecter vos cycles de sommeil, d'aller vous coucher dès que vous êtes un peu fatigué et donc de vous coucher tôt. Et oui, mesdames, parce que c'est meilleur pour le corps, c'est prouvé scientifiquement. Donc, et de se coucher sans avoir regardé d'écran pendant l'heure avant le coucher. Ça va vous faciliter l'endormissement et vous aurez un meilleur sommeil. Et si jamais vous vous réveillez dans la nuit ou très tôt le matin, au moins vous aurez déjà accumulé des heures de sommeil qui font que même en vous réveillant tôt, vous serez moins fatigué. Troisième chose, manger léger le soir, et ne pas boire d'alcool. Donc ça semble évident dit comme ça. C'est pas aussi évident dans nos vies parce que le soir, on a envie de se faire plaisir après une grande journée de travail. On va avoir tendance à manger peut-être un repas un peu plus lourd, à se faire plaisir. Et puis, pourquoi pas boire 1, 2, 3 verres de vin. Tout ça, ça altère le sommeil. Donc, si vous voulez mieux dormir, il faut l'éviter. Quatrième chose, des aides telles que les plantes, par exemple faire appel à de la naturopathie.
Et donc là, je vous conseille d'aller voir un naturopathe. Je mettrai les liens dans les notes de cet épisode d'une naturopathe qui est mon amie et que je consulte et qui s'appelle Hélène Cross. Donc vous pourrez aller sur son site Seconde Nature. Donc elle pourra aussi vous donner des suggestions. Et puis, l'aide, au-delà des plantes, il y a aussi la question à se poser, c'est pourquoi pas d'un psychologue ou d'un psychiatre si vous faites face à un problème récurrent de toutes les nuits, pendant tous les mois, enfin qu'il y a un vrai problème de sommeil lié à une anxiété extrêmement forte. Donc voilà, il ne faut pas s'interdire non plus d'essayer d'aller travailler ça. La 5e chose que je voudrais partager avec vous, c'est la fatigue physique versus la fatigue émotionnelle. Bon, on peut ressentir une fatigue physique quand on a un sommeil perturbé pendant un moment. Ok. C'est désagréable, mais on s'en remet. Le problème, c'est quand on ajoute à cette fatigue physique de la fatigue émotionnelle, c'est-à-dire tout le drame interne que vous vous inventez finalement du fait que vous ne dormez pas assez. Toutes les nuits, je me réveille, c'est hyper dur, je suis tellement fatiguée, et puis ça altère mes performances au travail, et puis du coup, je ne suis pas présente à la maison, et donc c'est vraiment compliqué. Toute cette histoire-là que vous vous faites, liée à votre fatigue physique, cette histoire-là, elle ajoute de la fatigue émotionnelle. Et elle pèse encore plus lourd que la fatigue physique que finalement vous pouvez, sur une période donnée, vous pouvez compenser parce que vous avez de l'énergie, votre corps va bien, etc. Donc, je vous invite à vous poser la question suivante. Que pourriez-vous choisir de penser de ce sommeil perturbé pendant un moment et de votre fatigue physique qui vous soit utile? Par exemple, je suis fatiguée aujourd'hui et c'est OK. Ça arrive, je suis en train de faire un changement, ça ira mieux plus tard. Plutôt que c'est un drame, je ne sais pas comment m'en sortir. Vous allez voir que vous allez créer un état d'esprit qui va vous rendre la vie plus simple et vivre cette fatigue physique d'une façon beaucoup plus calme, reposée, j'ai envie de dire. Et du coup, émotionnellement, ce sera beaucoup plus facile à gérer. J'ai envie de vous dire, est-ce que la fatigue ne fait pas partie du deal d'une prise de poste ? Et est-ce que vous êtes prête à être un peu fatiguée pendant un moment et peut-être à avoir un sommeil altéré pendant une prise de poste? Est-ce que c'est OK si c'est le prix à payer quelque part? Voilà pour cette question. Donc, je fais le récap parce que j'ai l'impression que je vous ai partagé pas mal de points. 1, un état d'esprit bien administré, donc coaching, s'il vous plaît. 2, respectez vos cycles de sommeil en vous couchant tôt, en évitant les écrans avant de dormir. 3, une alimentation légère et pas d'alcool le soir. 4, pourquoi pas des plantes chez la naturo et si nécessaire, parce que c'est un problème plus grave, en tout cas plus pérenne et que vous avez vraiment du mal à vous en sortir, allez voir un professionnel, psychologue ou psychiatre. Et enfin, tout ce que vous pouvez choisir de penser de la fatigue physique qui ne soit pas une histoire dramatique que vous vous racontez, mais plutôt des pensées qui vous soient utiles et vous servent à ne pas alimenter une fatigue émotionnelle. Enfin, dernière question que je vous propose, c'est comment redémarrer avec confiance après un gros burn-out ? Alors, c'est une question qui m'est souvent posée. J'ai moi-même vécu un burn-out il y a maintenant presque 10 ans, même plus de 10 ans. Nombreuses de mes clientes ont fait face à des burn-out. Déjà, la première chose que je veux vous dire, donc comment redémarrer avec confiance après un burn-out, la première chose que vous devez savoir et qu'il ne faut pas oublier, c'est que le burn-out est très fréquent chez les femmes au cours de leur carrière. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que souvent, quand on a fait un burn-out, on associe ça aussi avec le fait d'être faible, de ne pas avoir réussi à passer le cap, de ne pas avoir été assez forte, qu'on est super fragile maintenant. Et moi, je veux vous dire que, en fait, s'il y a tant de personnes qui font un burn-out, c'est absolument pas parce que vous êtes fragile, vous n'en êtes pas capable. C'est simplement peut-être un mode de vie qu'on vit aujourd'hui qui n'est pas adapté, qui est peut-être pas assez humain. Et du coup, c'est pas vous qui avez un problème, d'accord ? C'est quelque chose par lequel vous êtes passé, qui a été difficile,
Mais le burn-out, on peut s'en remettre. Et puis, il y a l'après. Donc, vous n'êtes pas seul, vous n'avez pas un problème, vous avez simplement vécu un burn-out. D'accord ? Vous êtes simplement, en fait, humaine. Donc, moi, j'aime bien penser du burn-out que c'est une étape dans un parcours, dans une vie, même si cette étape, parfois, a été très dure, même si elle a été brutale, mais c'est une étape qui vous apprend des choses sur vous-même. Pour repartir avec confiance dans la carrière après un burn-out, eh bien, déjà, il faut accepter que ça prenne du temps. Parce que c'est réapprendre une pensée après une autre, à écrire une histoire professionnelle, peut-être à réécrire une ambition différente. Et donc, il ne faut pas attendre que du jour au lendemain, tout à coup, on se sente prête à repartir. C'est absolument pas comme ça que ça se passe en vrai. En vrai, ça prend du temps. En vrai, au début, quand on reprend un boulot, c'est inconfortable. On manque de confiance. Mais c'est dans l'exercice d'une prise de poste, dans l'exercice de la mise en action, que petit à petit, on va se rendre compte qu'on en est capable. Même si au début c'est dur, petit à petit, les choses vont se normaliser parce qu'on va reprendre l'habitude de faire les choses. Et donc, il me semble qu'il y a plusieurs choses qui sont essentielles. C'est de bien s'entourer. Donc, il est évident que quand on a fait un burn-out, il faut passer par une psychothérapie. Ça me semble évident. Je veux dire, le coaching, évidemment, est absolument génial pour aider au burn-out. Mais je pense que si vous avez fait un vrai burn-out, celui duquel vous ne pouvez pas vous lever de votre lit, vous devez passer par une psychothérapie. C'est hyper important. Il faut se faire aider aussi par ses proches, c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, de demander un soutien. On a besoin d'avoir des personnes de référence qui sont bienveillantes, qui veulent notre bien, qui nous soutiennent. Donc, il faut bien s'entourer. Et puis, une fois que vous sentez que vous êtes en train petit à petit de vous en sortir, vous avez vécu la première phase, vous avez passé la première phase de « je ne peux pas me lever le matin », enfin, finalement, qui est une phase pour certaines qui est dépressive, mais qui est en tout cas qui ressemble à de la dépression. Quand vous avez passé cette phase et que vous êtes prête à réfléchir à l'après, eh bien là, pour le coup, le coaching est vraiment ce qui va vous aider à réécrire avec intention les pensées, réécrire l'histoire que vous vous racontez aujourd'hui de votre burn-out pour écrire l'histoire de demain et tout ce que votre burn-out a pu vous apprendre, tout ce qu'il vous a permis, notamment de vous recentrer sur vos valeurs et tout ce qu'il vous permettra plus tard, c'est-à-dire l'opportunité de repenser votre carrière qui était nécessaire puisque la première n'a pas été à votre goût visiblement puisque votre corps a dit stop. La dernière chose que je veux vous dire à ce sujet, c'est qu'il faut accepter que ça va être inconfortable. Et que le fait que ce soit inconfortable n'est absolument pas le signe que vous n'êtes pas guéri. C'est le signe que vous vous sortez de votre zone de confort. Donc si pendant un moment, on n'a pas travaillé et qu'on doit sortir de sa zone de confort pour retravailler, c'est inconfortable. C'est comme une prise de poste. C'est pareil. C'est inconfortable parce qu'on sort de sa zone de confort. Donc cet inconfort-là, il est normal. Et accepter que ce soit inconfortable et que dans l'entraînement, dans l'exercice, ça devienne petit à petit confortable. Voilà, c'était les questions du jour. J'espère que ça vous a donné des éclairages. Je répondrai la semaine prochaine, dans l'épisode 100, à toutes les questions personnelles que vous m'avez posées. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Vous êtes entrepreneur, manager ou dirigeante et souhaitez apprendre à reprogrammer votre cerveau pour mieux l'idée, je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois pour des leaders ambitieux et motivés qui veulent changer les choses pour elles, aller plus loin dans leur développement professionnel tout en s'épanouissant à le faire. Si vous vous reconnaissez, que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ».